la une de cette édition, fidélité à Béni TV depuis sa mise en route officielle en 2012. Vous suivez dans cette édition les réactions de partenaires de votre télévision chrétienne préférée. Et puis les cartes d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication pour l'année 2023 remises aux différentes rédactions. Bonsoir à tous, fidèles téléspectateurs de Béni TV, bienvenue dans ce journal. Depuis sa mise en route en 2012, bien de leaders religieux ont choisi Béni TV pour leurs différents messages et autres communications. Ces leaders ecclésiastiques partenaires ont été honorés lors du 10e anniversaire de Béni TV. Ces derniers se sont ensuite confiés à notre rédaction. Béni TV a estimé que c'était le moment de récompenser le groupe Eden et le serviteur qui est M. Sawé, qui est absent, qui aurait bien voulu être là, mais pour des impératifs indépendants de sa volonté, n'a pu être là, mais qui vient saluer Béni TV, qui vient saluer aussi l'ensemble des chantres. Ce prix est pour nous et nous voulons dire encore que Béni TV, c'est vrai, à 10 ans, mais nous souhaitons qu'elle ait davantage 10 années de plus. Nous sommes fiers de ce que Béni TV fait et nous vous encourageons la télé, Béni TV, à continuer à œuvrer pour apaiser les cœurs, pour encourager les uns et les autres, encourager les jeunes, encourager les entrepreneurs surtout. Une fois de plus, happy birthday, n'est-ce pas, à Béni TV. Que Dieu nous bénisse. Certainement, on se retrouvera encore et encore. Honneur et gloire soient rendus à Dieu. Merci à Béni TV. Un sentiment vraiment de joie. Je suis content, je suis très content parce que quelque part, il fallait, il y a des années en arrière, tout ce que nous prêchons, la vision, la mission, les actions, la provision, et Dieu nous faisant la grâce, Béni TV, et Béni TV nous permet de nous exprimer, d'évangéliser. Et voici que Béni TV organise les 10 ans. Je dis joyeux anniversaire à Béni TV. Plein succès au couple Manté, le révérend Manté, et vraiment plein succès à toute l'équipe de Béni TV. C'est une grande joie. Jésus-Christ, notre victoire, la victoire continue. Médias. Les cartes d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication pour l'année 2023 seront remises dès lundi aux différentes rédactions où les journalistes professionnels et professionnels de la communication en ont fait la demande. Pour cette session, sur 1021 dossiers, au total 931 ont été validés lors de la cérémonie officielle à la Maison de la Presse. Des cartes d'honneur permanentes ont été remises à une dizaine de doyens de la corporation en présence de Jean-Martial Adou, directeur de cabinet du ministre de la Communication. Intéressons-nous à la caravane du cœur conduite par le pasteur Patrick Bédier. Il a fait parler son cœur aux veuves de menus et handicapés de la commune de Yopougon. Alain Cobon y était. Voici son reportage. J'ai perdu mon papa un mois après, c'est mon mari qui décède. Elles sont nombreuses, ces femmes ou ces personnes qui souffrent en silence, loin de tous. La caravane du cœur et son président, le pasteur Patrick Bédier, ont décidé de leur venir en aide, et cela depuis plusieurs années maintenant. Durant les fêtes de fin d'année 2022, plusieurs personnes ont pu bénéficier de cette assistance. Du poulet, de l'huile et de l'argent. Des dons qui ont porté cette veuve au comble de l'émotion. En tout cas, je vous remercie. Il y a des mots qui me manquent, c'est parce que je vais dire tellement que je suis dépassée. Je vous assure que le 24, même mes enfants n'avons pas fêté, mais resté dans la fête. Nous avons plusieurs mamans comme ça qui traversent des moments difficiles. La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Il y a plusieurs veuves, il y a plusieurs femmes, il y a plusieurs familles démunies qui se posent aujourd'hui la question comment fêter, comment s'occuper de leurs enfants. Je pense que c'est le rôle de la caravane du cœur. Cette caravane d'assistance n'oublie pas les handicapés. Eux aussi ont reçu la visite du président Bédier. Il faut dire que ce matin, nous avons reçu la grâce. Voilà, la grâce de nos papas, vraiment, que nous allons solliciter depuis un certain moment.
qui n'a même pas hésité vraiment à nous rencontrer. Et aujourd'hui, comme chose promise, malgré l'emploi du temps du papa et tout, vraiment il a tenu coûte que coûte avec l'embouteillage de Pougon à venir nous rencontrer. Voici 6 années maintenant que la Caravane du Cœur et son leader, le président Patrick Bédié, parcourent bidonvilles et quartiers défavorisés pour soulager et assister les personnes dans le besoin. C'est une œuvre qui mérite d'être soutenue, car la religion pure et sans tache, selon le Christ, est d'assister les veuves, les orphelins et les personnes démunies. Intéressons-nous à la section de formation des directeurs d'écoles préscolaires et primaires d'Aboisseau-Komoué dans la région d'Alépé. Une formation assurée par le cabinet ISFC que dirige Dr Emmanuel Kouman. Regardez. Permettre aux directeurs des formations préscolaires et primaires de sa circonscription d'acquérir tous les atouts nécessaires pour s'automotiver afin de réussir dans toute entreprise, mais surtout d'être des leaders et d'excellents managers d'équipe. Ces attentes de Soro Mariam, inspectrice de l'enseignement préscolaire et primaire d'Aboisseau-Komoué dans le département d'Alépé, viennent de trouver des réponses idoines à travers le séminaire de formation et de renforcement de capacité qu'elle a organisé en collaboration avec l'Institut supérieur de la formation continue que dirige Dr Emmanuel Kouman. Aujourd'hui, c'est une joie pour nous de nous retrouver à Aboisseau-Komoué et de voir tous ces 35 directeurs qui sont quittés dans tous les petits villages pour venir pour cette formation. Pour nous, l'objectif est atteint. Nous sommes heureux. Ils étaient au total 30 directeurs d'école soucieux de privilégier l'excellence à avoir répondu présent. Nous avons été enseignés par le docteur Kouman qui, par sa manière de faire et sa bonne manière de faire, nous a vraiment éclairé sur des choses dont nous ignorons. Sur le management, le leadership et toutes ces choses, vraiment nous ont fait du bien ce matin. En tout cas, j'ai apprécié la formation. La formation s'est bien passée. Ça m'a permis de savoir ce que c'est qu'un bon leader. Et le leader, c'est pas n'importe qui. C'est celui qui est au devant, qui a de la valeur. Et vraiment, il applique ces valeurs-là. Donc, je tiens à dire merci à tout le monde. En tant que directeur d'établissement, on en avait besoin. Et donc, c'est une formation qui est bienvenue. Ça nous a édifié, comme je le disais. Nous allons mettre en pratique pour pouvoir évoluer notre école et pour que vive l'école ivoirienne. Soro Mariam, l'initiatrice de cette session de formation, a salué la rencontre qui vient concrétiser des vœux qu'elle a tant nourris. J'ai voulu faire une formation, former mes directeurs dans le management d'équipe, parce que ce sont eux qui sont les premiers représentants de l'IEP dans l'établissement. Étant une équipe, il fallait qu'ils aient une formation pour savoir comment mener une équipe pour atteindre un but commun, qui est l'école ivoirienne. La qualité de l'enseignement, des apprentissages à l'école ivoirienne. Cette session de formation et de renforcement de capacité s'est soldée par la remise de distinctions et de diplômes aux auditeurs. Ailleurs dans le monde, pour rembourser sa dette envers le Portugal, le Cap-Vert permet aux autorités portugaises d'investir dans le fonds capverdien pour la transition climatique et énergétique. Le Portugal va investir dans le fonds capverdien pour la transition climatique et énergétique en remboursant la dette du Cap-Vert. Ce pays lusophone doit environ 600 millions d'euros au Portugal. L'accord qui vient d'être signé prévoit que chaque fois qu'une partie de la dette sera remboursée, le montant en question sera réinvesti dans le pays dans son intégralité. Cet investissement pourrait atteindre 12 millions d'euros d'ici 2025. C'est une façon de convertir ce qui est une dette en ce qui devient la capacité du Cap-Vert à investir dans la transition énergétique et dans la lutte contre le changement climatique. Et nous le faisons ensemble. Le changement climatique est sûrement le plus grand défi auquel l'humanité est confrontée aujourd'hui.
Mais ce défi est à l'échelle mondiale et si un pays n'est pas durable, aucun pays ne le sera. Les objectifs du Cap-Vert en matière de développement durable incluent naturellement la transition énergétique. Le pays souhaite que d'ici 2030, plus de 54% de la production énergétique soit issue des énergies renouvelables. Actuellement, ce pays insulaire importe environ 80% des carburants qu'il consomme. Le Portugal a dépassé cet objectif et espère atteindre 80% d'ici 2026. Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, la Suède veut absolument intégrer l'OTAN. Problème, la Turquie, déjà membre de l'Alliance Atlantique, s'y oppose. Coran brûlé à Stockholm, drapeau suédois incendié à Istanbul. Entre la Suède et la Turquie, le temps de la diplomatie est révolu. Nous l'avons dit dès le début. Vous laissez les organisations terroristes se déchaîner dans vos avenues, dans vos rues, partout. Et vous vous attendez à ce que nous soutenions votre adhésion à l'OTAN. Ce n'est pas possible. Ne vous attendez pas à un tel soutien de notre part. Cela faisait 8 mois que les autorités suédoises tentaient de convaincre le président turc. 8 mois que Tayyip Erdogan bloquait l'entrée de la Suède à l'OTAN, lui reprochant d'héberger des militants kurdes, pour lui des terroristes. Samedi dernier, le ministre suédois de la Défense était attendu en Turquie pour de nouvelles discussions, jusqu'à ce que cet activiste d'extrême droite commette l'irréparable devant l'ambassade de Turquie. Réaction immédiate d'Ankara, la visite officielle est annulée. Quelques heures plus tard, plusieurs centaines de Suédois et de militants pro-kurdes défilent au cri d'Erdogan fasciste. Dans la soirée, une foule en colère se réunit à Istanbul devant le consulat de Suède. En Suède, au nom de la liberté et de la démocratie, on peut brûler le Coran, notre livre sacré, sous la garde de la police. C'est un acte de lâcheté, un acte d'infamie. Pour le gouvernement suédois, la situation semble désormais inextricable. Le Premier ministre a beau avoir exprimé sa sympathie à tous les musulmans offensés, sa défense de la liberté d'expression envers et contre tout hypothèque toute reprise de contact avec Ankara. L'affaire du Coran a pris de telles proportions que même à Washington, il a fallu réagir. Si je comprends bien, il s'agit d'un individu, un provocateur, qui pourrait avoir délibérément cherché à affaiblir les discussions en cours entre la Turquie et la Suède. Mais dans les démocraties, il y a la liberté d'association et d'expression. Elle donne aux individus le droit d'entreprendre des actions qui peuvent être irrespectueuses et répugnantes. Les États-Unis réaffirment leur soutien à l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Arriveront-ils à convaincre Recep Tayyip Erdogan de lever son veto? Même la Finlande, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, semble s'être résignée à rejoindre l'OTAN sans son voisin suédois. L'enquête sur l'explosion au port de Beyrouth a repris après 13 mois de suspension. Le juge Bita a inculpé le procureur général près la Cour de cassation. La vérité dérangerait-elle? Recours, suspension, blocage, le néant depuis plus d'1 an. Mais cet homme a décidé de relancer l'enquête. Tarek Bitar est le juge d'instruction libanais chargé du dossier. Effet immédiat, 5 détenus libérés et 8 hauts responsables inculpés. Et pas des moindres, 2 généraux, Abbas Ibrahim et Tony Saliba. Personne ne s'y attendait. Certains hauts responsables de l'armée, certains ministres de l'Intérieur avaient été informés de la présence de nitrate d'ammonium au port de Beyrouth au moins 5 ans avant l'explosion et peut-être même 11 ans avant l'explosion. Ce qui fait que tout le monde a quelque chose à cacher et pas uniquement ceux qui sont directement coupables. Le 4 août 2020, une double explosion détruit le port de Beyrouth. Plus de 200 morts, plus de 6500 blessés. Des nitrates d'ammonium étaient stockés dans un entrepôt sans aucune précaution. Pourquoi? Comment? Des questions toujours sans réponse. Dès le départ, l'enquête est entravée. En décembre 2020, le juge Fadi Sawan poursuit Hassan Diab, Premier ministre à l'époque du drame. Celui-là même qui promettait de faire toute la lumière. Le magistrat est rapidement récusé. Tarek Bitar est alors nommé à sa place. Pour de nombreux Libanais, il est leur seul espoir de vérité. Mais les attaques politiques viennent de tous bords.
Le Parlement refuse de lever l'immunité de certains députés. Le chef de Hezbollah l'accuse de politiser le dossier. Selon la chaîne de télévision libanaise MTV, le juge Tarek Bitar vient de dresser une liste de mises en cause. Parmi eux, le Premier ministre de l'époque, Hassan Diab, mais aussi le procureur général Ghassan Ouedat. Il est très improbable que ces personnes soient entendues par le juge. Elles avaient déjà utilisé de toutes sortes d'arguments pour éviter de se rendre chez lui l'an dernier. Donc je suis assez sceptique. Cela dit, le juge aura toujours la possibilité de publier les propres conclusions de son enquête et cela en soi serait un événement assez explosif et les mettrait en quelque sorte devant leurs responsabilités. Un juge d'instruction qui inculpe un procureur général et d'autres magistrats, une première dans l'histoire du Liban. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction réalisé par Armel Hassin, assisté d'Antoine Amand. Que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous et des autres. Restez toujours connectés sur la chaîne des bénis et que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Shalom.